Bonjour les graphes, comme vous le savez, j'ai pu pas mal publier d'articles, etc. sur la transition énergétique et le fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien entendu, et que ça demande énormément d'investissement et que pour cette raison-là, on a besoin très certainement de taux réels négatifs encore pour un long moment et que donc on va accepter de laisser filer l'inflation. En fait, c'est le scénario dont on parlait déjà depuis 2019 et comme je dis, pour moi, voilà, les grandes tendances de fond sont là et ensuite elles sont accélérées par des phénomènes externes ou internes, et là en l'occurrence le Covid, et puis dorénavant la guerre. Et même si la guerre vient à s'arrêter, je veux dire, on a lancé aujourd'hui le catalyseur, donc ça restera pour moi dans cet ordre d'idée-là, avec des investissements massifs. Maintenant, pour bien, j'ai trouvé cette image dans un livre notamment, et ce que je trouve très intéressant voilà, sur ce graphique, c'est que finalement, on résume ce qu'est la transition énergétique et le fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut pas se tirer une balle dans le pied, de se retirer justement, ou de donner sa dépendance à d'autres pays sur les énergies fossiles, puisque évidemment, on le voit bien, on se fait ensuite enfermer très rapidement puisque les énergies renouvelables ne peuvent pas et ne prendront pas la place des hydrocarbures d'ici demain. Et ce graphique-là, c'est ce qui vous résume globalement, il vous dit combien d'années il a fallu pour que une source d'énergie, en l'occurrence ici des hydrocarbures, ait une part importante de la production énergétique mondiale. Et on le voit donc, par exemple, pour le charbon, il a fallu 60 années et pour que ça représente jusqu'à 50% de l'offre. Au niveau du pétrole, on le voit qu'on a obtenu 40% et pareil, il a fallu 60 années. Pour ce qui est du gaz naturel, on voit qu'il a fallu un petit peu moins, 55 années, 50-55 années pour obtenir à peu près 25%. Et ce que l'on voit donc pour les énergies renouvelables, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours en dessous de 5%. 5%, c'est important. On est toujours aujourd'hui en dessous de 5%, malgré tout le battage médiatique. C'est ça aussi qui est très important pour moi, c'est de bien comprendre des fois qu'on a un battage médiatique sur certains aspects qui sont en fait pouillemesques par rapport à ce qui est toujours réellement important pour le monde. Et donc là, ce que l'on voit depuis 2015, donc évidemment c'est récent, ça fait 7 ans, et donc en 7 années, on est toujours en 5%. Alors bien entendu, on peut se dire que d'un point de vue optimiste, comme on va maximiser les investissements, on va également très certainement réduire le temps, le delta qu'il nous faut pour arriver à de la production. Mais en parallèle de ça, il faut bien comprendre que ça ne va pas se faire dans les 5 prochaines années et qu'il faudra évidemment pour maximiser les investissements, eh ben, c'est encore maximiser aujourd'hui du retrait de différentes matières premières et de la production. Et tout cela, ça demande essentiellement toujours aujourd'hui des hydrocarbures. Donc c'est-à-dire pour maximiser également et amener la transition énergétique plus rapidement, ça veut dire qu'il faut aussi utiliser encore plus de ressources d'hydrocarbures que l'on a aujourd'hui. Donc c'est-à-dire encore plus de demandes vis-à-vis d'une offre qui structurellement aujourd'hui est limitée. On le sait, il y a peut-être encore un petit peu de marge de manœuvre. On va certainement, vu les prix du pétrole, réinvestir également. On le voit sur le gaz liquéfié, etc. Pour un certain nombre de raisons, on réinvestit également. Mais il ne faut pas oublier que les choix qui ont été faits ces 20 dernières années, et notamment sur le nucléaire, qui manque à cette image-là, c'est justement aujourd'hui des choix qui ont été faits qui ne peuvent pas être remis en cause juste par des décisions du jour au lendemain, ça ne se fera pas. Donc voilà, en un schéma, globalement, je dirais l'explication de la problématique actuelle et le fait également qu'au niveau de l'échiquier mondial, c'est aujourd'hui les puissances. On a cette impression aujourd'hui évidemment que les puissances économiques qui détiennent la mainmise sur les hydrocarbures ont la main forte, mais demain ce seront les puissances qui auront la mainmise sur toutes les ressources naturelles qu'il nous faut pour pouvoir développer les énergies renouvelables et notamment aussi, j'inclus là-dedans pour moi, le nucléaire, même si on peut en effet dire que ce n'est pas essentiellement renouvelable avec l'uranium, mais on sait également qu'il y a énormément de recherche qui est faite sur justement le côté recyclage. Donc on voit bien que géopolitiquement parlant,
Ce n'est pas qu'une question de terre et d'idéologie, c'est une question de ressources. Et donc il faut bien comprendre aujourd'hui que les puissances aujourd'hui qui sont assises sur des hydrocarbures, certaines d'entre elles sont également assises sur un certain nombre de matières premières qu'il nous faudra pour la transition énergétique, mais d'autres ne le sont pas. Et donc tout le défi pour elles, c'est d'utiliser leur argent pour se diversifier, voire augmenter la sphère d'influence à d'autres pays qui, eux, détiennent les matières premières pour demain. Et juste pour vous faire réaliser un petit peu, puisqu'évidemment on parle toujours de la hausse du prix de l'énergie comme un tueur de pouvoir d'achat, et donc un tueur de morale du consommateur, et donc de consommation. Puisqu'évidemment, l'argent, le budget d'un ménage qui est dépensé dans un plein d'essence, qui est nécessaire de toute manière pour aller au travail et pour vivre au quotidien, ne le sera pas pour tout un tas d'autres activités. Donc c'est inflationniste d'une part, et également, donc, ça va réduire la croissance. Et donc, avec le gros mot qui sort, évidemment, la stagflation, même si c'est un gros mot qui, à mon avis, est plus impactant aujourd'hui pour l'Europe que pour les US. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et juste ici, même chose, dans un document également donc, que j'ai récupéré d'un CFA, ce que l'on a, donc, c'est quelques graphiques que j'ai retirés, que je trouve intéressants, qui est justement de bien prendre en compte quel est l'impact, puisque ça a déjà été calculé, l'impact en fait d'une augmentation de 10% de l'énergie sur la consommation. Alors ici, c'est le consommateur américain. Il faudrait creuser peut-être un petit peu plus pour obtenir la même chose sur l'européen, mais grosso modo, on peut penser que c'est la même chose. Donc on voit bien globalement un petit peu l'impact directement sur les ventes, et notamment les ventes de véhicules, et donc l'impact sur l'automobile, et également sur tout ce qui est un impact qui est moindre, mais un impact qui est toujours là, sur tout ce qui va être service, etc. C'est-à-dire qu'on se serre la ceinture sur un certain nombre de choses. Et on voit 10% d'augmentation de votre facture énergétique, ça a quand même des impacts très importants sur un certain nombre de secteurs. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que le marché va faire le tri dans ce changement des énergies, dans cette guerre des matières premières. Le marché va également faire le tri entre les pays qui sont producteurs et qui ont donc un pricing power, une force accrue, et les pays qui sont importateurs, et donc forcément qui sont beaucoup plus faibles, d'autant plus si leur monnaie est elle-même faible, et leur endettement n'est pas dans leur monnaie propre, ce qui est également donc une problématique pour beaucoup de pays émergents. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici, globalement, c'est en gros, il faut bien comprendre la hausse du pétrole, la hausse du gaz naturel, quels sont les impacts que cela peut avoir, et vous voyez la volatilité que cela peut avoir sur un certain nombre de pays, et sur leur inflation, ce n'est pas négligeable, puisque de là également découlent ensuite les politiques des banques centrales d'augmenter les taux d'intérêt, et éventuellement l'asphyxie de l'économie. Donc on voit bien ici, en gros, les impacts sur une année et les impacts sur 5 ans, de principaux pays, ce que l'on voit, et donc globalement, c'est des pays qui ne sont pas producteurs qui en pâtissent le plus. Mais ce qui est important aussi, ce sont des pays qui sont très justement impactés par cela, c'est des pays qui tirent l'essentiel de leur énergie aujourd'hui de par les hydrocarbures, et on retrouve notamment les États-Unis, puisqu'il faut savoir que les États-Unis, depuis les années 2010, ont fait un effort énorme, et puis c'est ce qui a aussi déséquilibré l'offre et créé le crack pétrolier des années 2014 et plus, et donc les impacts aujourd'hui que l'on a, c'est le désinvestissement qu'il y a eu suite à ce choc de 2014, c'était le fracking, donc tout ce qui est gaz et pétrole de schiste également, qui permettent aux États-Unis d'être indépendants aujourd'hui, énergétiquement, même si évidemment le Covid a fait qu'on a fermé énormément de puits, mais aujourd'hui on voit qu'il y a une capacité de réouvrir ces puits quand même rapidement. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain bien entendu, tout comme ouvrir une mine, mais on voit qu'il y a une certaine flexibilité. La problématique, c'est que pour cela il faut de l'investissement, et on a beaucoup d'investisseurs qui avaient investi dans le fracking dans les années 2010, 2012, etc., il n'y a pas eu de retour sur investissement. C'était à perte. Il vous faut un pétrole qui est au-delà des $80, voire des $100, pour que vous ayez une rentabilité.
Et on ne parle pas, voilà, il faut que le pétrole reste sur ces niveaux-là pendant une longue période de temps. Et la problématique, c'est toujours pareil, c'est que les investisseurs d'aujourd'hui sont également les investisseurs qu'il y avait il y a 10 ans, c'est-à-dire il n'y a pas eu de changement de générationnel, donc ils gardent encore en mémoire évidemment tout l'argent qu'ils ont perdu dans le fracking. Donc c'est là où on a une possibilité en effet d'avoir à nouveau une surcapacité ou en tout cas une offre suffisante. Alors ça ne servira pas à remplacer la Russie, mais pour moi le pétrole et le gaz russe, même s'ils ne vont plus à l'Europe, ils iront à la Chine. Et la Chine et l'Inde, par exemple, revendront aujourd'hui le pétrole dont elles n'ont pas besoin et qu'elles achètent à d'autres partenaires. Et en gros, c'est pas, pour moi, on n'est pas dans une perte de capacité au sens mondial. Pour autant, voilà, ça fait partie des négociations aujourd'hui et une partie des négociations d'une manière géopolitique, ça va être le stockage. On va retourner aujourd'hui, et ce que j'avais dit dans une autre vidéo, il ne faut pas oublier, on va démultiplier les investissements, démultiplier les infrastructures pour justement réduire le risque, ne plus avoir du flux tendu, avoir du stockage, et tout ça, ça a un coût également supplémentaire. Donc il ne faudra pas le négliger vis-à-vis des pays. Voilà, et ensuite, vous avez le même tableau ici sur l'impact. Vous aviez ici les productions, et c'est ce que je vous ai dit, vous avez vu, le fracking permet donc tout ce qui est pétrole, gaz de schiste, ici c'est pétrole, mais vous avez vu l'indépendance des US, et donc sa capacité également d'avoir une force et de continu géopolitique. Tout le monde parle évidemment de la baisse de régime des US, mais ce n'est pas des choses qui se passent du jour au lendemain. Et ce que l'on constate de toute manière, c'est que les US ont quand même une position dominante encore sur beaucoup d'éléments. Alors, ça commence à baisser, bien sûr, petit à petit, mais voilà, ce sont des éléments qui sont à prendre en considération, et aujourd'hui, on voit la capacité des Américains d'avoir su augmenter leur production. Alors là, le graphique s'arrête à 2018, évidemment. On a beaucoup de puits qui ont été fermés avec le Covid, mais globalement, je veux dire, les US aujourd'hui sont toujours en surplus de leur capacité. C'est ce qui leur a permis évidemment de faire les gros bras et de dire que pour eux, ils arrêtaient les importations de pétrole russe. Ça n'a absolument pas d'impact, alors que pour l'Europe, bien entendu, ils sont pieds et poings liés, ils ne peuvent pas le faire, en tout cas pas du jour au lendemain. Et ce que ça passe, évidemment, c'est qu'on revient quelque part dans les années 40, c'est-à-dire que pour avoir le soutien et le support de nos amis américains, évidemment, on va s'engager à leur acheter uniquement leur pétrole, leur gaz naturel, et leur surplus éventuel de matières premières, puisque là aussi, l'Europe est dépourvue. On parle évidemment de centrales nucléaires, mais on est également dépourvu d'uranium. Donc c'est ça aussi qui est important dans la stratégie et dans l'indépendance des pays, c'est la guerre des ressources naturelles. Et on va énormément parler dans les années à venir, évidemment, de la multipolarité, mais pour moi, essentiellement, le monde peut demeurer bipolaire à partir du moment où on a des réseaux d'influence qui continuent et vont continuer de se tisser, et on le voit aujourd'hui avec notamment la Chine, qui va très certainement, pour moi, la Russie a perdu, j'avais fait une vidéo là-dessus. Pour moi, ce que fait Poutine fait perdre énormément à la Russie, fait perdre à l'Europe également, et c'est les US et la Chine qui sont grands gagnants. Et on le voit également avec ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, où on fait en sorte également d'investir énormément. Pourquoi? Parce que toutes les ressources sont là, et il ne faut pas oublier également que demain, toute la population jeune est là aussi, en Amérique latine également, mais surtout en Afrique, et donc les travailleurs low cost de demain, ils sont là.